Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir Patricia et Michael de l'équipe Successful Parentpreneur. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bonjour Elodie, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Elodie Jacques, je suis thérapeute corporelle et je me suis spécialisée dans la prévention et le traitement du burn-out. Donc, j'accompagne autant les particuliers que les dirigeants et leurs équipes à remettre du sens à travers leur corps. Alors, je vais vous laisser vous présenter tous les deux. Qu'est-ce que vous faites? Rien. En ce moment, Mais rien. non. En tant que parentpreneur, c'est tout. En ce moment, rien. On démarre les journées à 6h du matin, on termine à 1h du matin et ils nous disent rien. Moi, j'en peux juste plus. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait en temps normal ou en ce moment? En ce moment, très précisément, on est parentpreneur avant d'être entrepreneur et après, on est entrepreneur le reste du temps pour aider les clients. Ben là, pour le coup, c'est pas remettre du sens à travers leur corps, mais remettre du sens à travers leur entreprise. Parce que tout est en train de changer, tout est en train de se transformer. Il y en a qui restent sur le bas-côté de la route en se demandant ce qu'ils vont bien pouvoir faire. Puis il y a ceux qui se disent qu'il y a quelque chose à faire, mais qui ne savent pas comment, donc ils viennent nous voir. C'est ça. Ben, ça tombe bien Voilà. parce que c'est le thème d'aujourd'hui et puis ça me tenait à cœur de véhiculer un message plutôt positif et de dire qu'on n'est pas là englué dans cette situation à craindre le confinement, à attendre le burn-out parce que le risque est quand même multiplié par 10 en ce moment et de se dire qu'il y a des solutions. Tout à fait, Elodie. Et Michael, il ne se présente pas. Non, Michael, il fait figurant. Aujourd'hui, il n'a déjà pas voulu mettre sa cravate. Mais non, mais attends, faut pas. Mais j'ai envie de t'embêter. Non, mais tu as bien résumé, il est galant. Non, mais c'est ça, en fait. Voilà, quoi. Hein, Là, c'est le partenaire associé de Patricia et je m'occupe de toute la partie business, donc spécialiste en stratégie et optimisation des entreprises, en fait. Voilà. Et moi, je m'occupe des dysfonctionnements humains qui font que les entreprises, elles ne peuvent pas croître parce que l'entrepreneur lui-même a des limites ou des croyances qui le limitent. Tout à fait. Voilà, d'où le terme équipe de choc parce qu'à vous deux… On couvre tout, l'entreprise et l'entrepreneur. Tout à fait, très complémentaire à ce niveau-là, quoi. C'est vrai qu'on est, c'est vraiment 1 + 1, ça égale 3, en fait. On a une synergie derrière tout ça. C'est ça. Et j'avais envie d'aborder avec vous justement, on voit beaucoup la panique chez les entrepreneurs, certains qui ont eu un commerce, du coup, qui ont été mis à l'arrêt brutalement, certains qui ont une autre activité, mais finalement, dans ce contexte de confinement, le mot d'ordre, c'est un peu d'attendre les aides de l'État et voilà, on a l'impression qu'il n'y a qu'à attendre, il n'y a qu'à faire une pause, je ne sais pas, aller prendre un thé ou un cocktail sur la terrasse, mais que finalement, il n'y a rien à faire. Et moi, je vais peut-être choquer, mais… Moi, je vais peut-être choquer, mais déjà, quand j'entends un entrepreneur qui attend les aides de l'État, je fais des bons comme le plafond. S'il y a bien une chose qui nous différencie, on va dire, des salariés, des chômeurs… attention, il n'y a pas de critique derrière. Il y a juste une différenciation en termes de mindset. C'est bien l'indépendance, et l'indépendance, elle passe déjà par savoir subvenir à nos propres besoins sans aller tendre la main pour avoir des aides, pour avoir un coup de pied aux fesses. Même si le coup de pied aux fesses peut être salvateur, le but quand même de l'entrepreneur, c'est de savoir ce dont il a besoin et de savoir combler ses besoins. Quand on a besoin de créer un nouveau produit pour vivre, on le crée, on n'attend pas que quelqu'un vienne le faire pour nous. Quand on a besoin de remplir notre caisse, on ne va pas aller quémander un billet de 5 € à l'État français, ni, comme j'ai pu le lire, on nous fait cadeau des charges. Non, les charges ne sont pas offertes. Un report de paiement n'est en aucun cas une annulation d'un paiement dû. Donc voilà, c'est déjà là, moi, j'ai un problème de ce que j'appelle typiquement un dysfonctionnement, c'est-à-dire que la personne, elle se prétend entrepreneur avec un mindset de salarié, de chômeur, de fonctionnaire, d'une personne qui attend les ordres du haut. C'est ça. Or, l'entrepreneur, par excellence, c'est lui qui va les donner, les ordres. C'est pas lui qui va les recevoir. Ça reflète ce que je dis tout le temps, hein, Patricia. C'est vrai qu'entrepreneur, on ne l'est pas, on le devient, quoi.
C'est-à-dire que quand on n'a pas encore… Après, c'est pas comme à l'armée, c'est pas comme dans certaines professions où on a un certain temps à faire. Et puis au bout d'un certain temps, on devient donc entrepreneur, entre guillemets. Non, je pense qu'il faut avoir fait certaines expériences et je pense que parmi celles-ci, tu as le fait aussi de comprendre en fait que tu es complètement indépendant. Et pour beaucoup, c'est une voie salvatrice, c'est une voie échappatoire aussi parce qu'on se dit non satisfait avec la situation en entreprise en tant que salarié, que ce soit salarié cadre ou salarié employé. Je veux dire, c'est une voie échappatoire, oui, mais être entrepreneur, c'est beaucoup plus que d'exécuter en fait une tâche. Et c'est là où on compare souvent le freelance, qui vient remplacer en fait une personne interne, en étant externe, et l'entrepreneur. C'est pour ça qu'il faut toujours faire la chose. Même si sur le plan du statut juridique, on se dit entrepreneur parce qu'on ne fait pas partie de la catégorie des employés, mais l'état d'esprit n'est pas le même parce qu'il faut lutter pour soi-même et on se rend compte assez rapidement, personne n'est là pour nous. Il faut savoir subvenir à ses propres besoins. C'est ça, quoi. Oui, ce que tu dis, c'est juste parce que finalement, en France, c'est très facile. Tu n'as que quelques manips en ligne pour se mettre auto-entrepreneur, mais ce n'est pas, c'est pas en ayant fait ces démarches-là que ça te fait de toi un entrepreneur. Si derrière, tu ne construis pas ta stratégie et un certain nombre de choses, ben, effectivement, on observe beaucoup d'entrepreneurs qui ont finalement la posture d'un salarié et qui n'ont pas la posture d'un dirigeant d'entreprise. Et ça se reflète dans les mots. Souvent, on dit « mais je ne suis pas dirigeant d'entreprise, je suis qu'un petit entrepreneur ». Et j'ai eu cette réflexion-là voilà, au départ, parce qu'on se sent un peu entre les deux et que voilà, on a notre cœur de métier, mais il y a aussi toute la partie stratégie et direction d'entreprise, même si on est tout seul. Et ça fait on identifie beaucoup le manque et la peur. Et je trouve qu'en ce moment, ça met encore plus en lumière ces deux choses-là. Parce qu'on observe soit des entrepreneurs qui sont, que je dis, en mode PLS, en mode fœtus, en attendant les aides de l'État, ou alors des entrepreneurs qui sont dans le manque et alors qu'ils nous balancent leur catalogue de produits par message privé, type MLM et compagnie. Et ça vient encore plus mettre en lumière ce système-là, c'est qu'on n'a pas sa posture, mais pour autant, voilà, on essaye de colmater comme on peut, et ça donne, voilà, on ne prend pas sa responsabilité. Ça donne des catastrophes. Pour en revenir à ce que tu dis sur les mots et sur la posture, moi je remarque depuis le début du confinement une recrudescence de CV. Les auto-entrepreneurs et des entrepreneurs, on va dire autoproclamés, m'envoient des CV. Par excellence, le CV, ce n'est pas ce que tu envoies pour travailler en sous-traitance, mais c'est ce que tu vas envoyer quand tu veux être recruté. Ça déjà, ça témoigne d'un état d'esprit où on ne fait pas la différence entre un patron et un partenaire ou un client avec qui on va travailler sur une base d'équivalence. Si on prend les coachs qui nous écrivent pour éventuellement intégrer l'équipe, ou moi sur mon autre société qui tourne toujours, qui est une société de traduction, on m'envoie des CV. Quand on m'envoie un CV, c'est simple, de toute façon, ça part à la poubelle rien qu'à l'intitulé. Je n'ouvre même pas. Parce que dans une posture d'entrepreneur, on envoie un profil d'entreprise. Alors, la différence, elle est subtile, on est d'accord ? Mais dans la terminologie, j'ai quelqu'un qui, quand il m'envoie un profil d'entreprise, se positionne sur le même niveau que moi. Il n'y a pas une question de donneur d'ordre ou de plus bas, de plus haut. De fonction. Voilà. Un profil d'entreprise, c'est je viens présenter mes services si des fois vous avez des besoins en sous-traitance. La deuxième chose, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ce débordement, alors ce que j'appelle moi la méthode du dégueulis. C'est pas très sympa comme nom, mais ça reflète. Si on vient vous déverser directement sur votre Messenger, messagerie ou peu importe, votre profil Facebook, un catalogue, en vous expliquant que vous allez forcément être intéressé parce que c'est l'offre du siècle. Alors, il y en a, j'en ai publié un certain nombre sur ma page Facebook parce qu'en plus, ils se ressemblent tous, ces messages. Et ils vous disent quoi? Ils vous disent « Au secours, j'ai faim ». C'est ça. Sauf que quand tu as quelqu'un en face de toi qui te crie « Au secours, j'ai faim », mis à part lui jeter une pièce de 5 €, c'est tout ce que tu as envie de lui faire. C'est « Donnez-moi à manger ». Non. Si vous voulez manger, commencez déjà par vous préoccuper non pas de votre assiette, mais de l'assiette de votre client.
Parce que votre client, de son assiette, si la sienne est vide, de votre assiette, il n'en a strictement rien à faire. C'est cruel dit comme ça, mais un client ou un prospect, justement, qui a faim n'est pas là pour vous acheter quelque chose. Un prospect qui a un besoin et où vous venez l'identifier, il va vous écouter. Parce que déjà, la personne, elle s'intéresse à moi, elle ne vient pas me dire j'ai faim. C'est subtil, mais c'est juste de la psychologie. Je veux dire, quand on s'intéresse à l'autre, l'autre s'intéresse à vous. Vous ne pouvez pas venir lui dire j'ai un problème et se foutre de son problème à lui. Ça ne marche pas. Et c'est valable dans tous les domaines, hein, que ce soit du privé ou du pro. Oui, et puis là, il y a une sursaturation de justement tous ces messages qui viennent des plateformes de MLM, de vente de produits, sans même se préoccuper de savoir ce que l'autre en face a besoin. Moi, j'ai eu un certain nombre de demandes pour de la perte de poids. Bah, ça va, je vais très bien, mais ça peut limite devenir, tu vois, tu ne sais pas la personne que tu as en face. Il y a 3-4 jours, j'en ai eu 3 demandes avant même 9 h du matin. Ça devient de la saturation complète. Et comme tu dis, ils ne s'intéressent pas à l'autre. Ils sont juste pour te refourguer, ils sont juste là pour te refourguer les produits, sans même prendre en compte si tu en as besoin ou pas. De la même manière qu'en pleine rue, tu n'irais pas placarder ton flyer sur la tête de l'autre. Tiens, il faudrait essayer avec une punaise, là. Là, c'est exactement pareil, mais ça a l'air d'être un concept quand on essaie de l'expliquer. Moi, je pense qu'il y a… Moi, ce que je ressens chez beaucoup, parce que j'aime bien chercher l'échange pour essayer de comprendre, et comme c'est mon dada, c'est ma partie business, je remarque souvent que, parce que je l'ai vécu moi-même dans le passé, quoi, dans différentes fonctions que j'ai pu avoir, vu que j'ai un parcours assez atypique, bien souvent, on se préoccupe sur le produit en lui-même. Alors, qu'est-ce que contient le produit, qu'est-ce qu'il apporte comme bénéfice, etc., etc. Donc, c'est la gestion du produit. Par contre, la partie client et la manière dont je vais aller apporter mon produit au client potentiel, le chemin à parcourir et l'approche, la méthode, on en parle très, très peu, si ce n'est pas du tout. Et dans le MLM, et je ne veux pas cibler que sur le MLM parce que c'est une profession comme d'autres, elle n'existe pas, c'est partout pareil. On se concentre trop sur la valeur du produit et l'identification du client. Mais par contre, comment je vais aller relier les deux? Parce que, comme on dit, toi, te proposer un produit pour maigrir, Elodie, ça n'a pas de sens, comme pour nous, aller nous proposer un produit pour améliorer nos business, alors que les gens voient bien qu'on est nous-mêmes dans le truc. Et bien souvent, c'est des gens qu'on arrive à closer ensuite. Ah, ça, c'est le petit dada à Patricia, parce qu'elle est assez vicieuse à ce niveau-là. Mais retour de la situation, elle les close. Mais bien souvent, c'est parce qu'en fait, l'approche, le parcours, le processus, le plan d'action, il n'est pas là. Et il n'y a pas que sur le plan produit, on le constate nous tous les jours, c'est que pour la plupart des entrepreneurs, ceux qui débutent, ceux qui ont déjà une certaine expérience, et bien souvent, la partie stratégique, donc la partie théorique et la partie opérationnelle n'est pas claire. Donc, il n'y a pas de plan pour relier là où j'en suis et là où je veux aller. Et c'est ça qui est dommage. Parce que la plupart ne sont pas des gens spécialement mauvais, mais si la société mère, que ce soit une boîte d'MLM ou alors je veux dire, ta propre société, si tu ne te poses pas la question qu'est-ce que je peux laisser comme impression auprès d'un client potentiel qui, comme on le dit toujours, il y a cette expression, il te faut des années pour créer une réputation et 10 secondes pour la casser, pour la détruire, et bien c'est ça. Parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions au bon moment, je trouve. Voilà. Aujourd'hui, ce qui ressort principalement de la crise, c'est une espèce de confusion à tous les niveaux. On confond les bienfaits du produit avec le potentiel besoin du client. On confond la boîte, qui va être une boîte par exemple de MLM, avec la manière de diffuser un message. Or, la manière de diffuser le message, elle ne correspond pas forcément à ce que dit la boîte, mais à l'interprétation que le commercial en a. On va confondre le besoin du client avec l'intérêt que l'on porte soi-même au produit. On va confondre, et notamment en cette période, les gens ont peur. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont peur, ils sont dans le manque. Et ils confondent leurs besoins avec le fait que la personne qui est en face doit nourrir leurs besoins. Alors que la première étape, en gros, si on reprend le cheminement, c'est vous avez peur, vous avez des manques, ok, qu'est-ce que vous faites pour avoir moins peur et pour pas manquer? Sans faire entrer l'autre dans votre schéma. Parce qu'à partir du moment où on inclut un tiers dans le schéma, on devient redevable au tiers. Et un client à qui on vend par
par forcing, je vais dire, parce que ça ressemble beaucoup à du forcing. C'est un client qui va pouvoir venir vous dire dans 15 jours, hey, je t'ai acheté ton produit, je t'ai dépanné. File-moi un truc gratuit. File-moi un échantillon. Ah oui, et puis je veux participer à ton programme, là, parce que tu te souviens, j'étais là au début quand tu as eu un programme. Voilà. Et c'est l'engrenage. On a dans nos coachés des gens qui sont allés comme ça tendre la main vis-à-vis de clients qui leur ont dit OK, mais ils y sont allés carrément en mode j'ai faim, aide-moi. Et à la fin, il s'est passé quoi? Il s'est passé que tout ce qui avait été convenu oralement, qui pouvait bénéficier aux prestataires, bah, ça s'est soldé par un vague dédommagement sous forme d'un coupon vacances. Voilà, et ça, c'est du vécu. La personne qui s'est donnée à fond pendant 1 an parce qu'elle avait été redevable à un moment donné, quand elle se retrouve avec un chèque vacances à la fin au lieu d'un chèque de 5 000 €, là-dedans, c'est dur. C'est dur parce que la valeur, elle en prend un coup. C'est pas ce qui avait été convenu. Ben oui, mais comme on n'a rien écrit parce qu'on était sur la base d'un service, quand le client il arrive en mode sauveur, il ne faut pas oublier que s'il est sauveur à un moment et que vous êtes positionné en victime en tendant la main, à un moment donné, le client il va arriver en bourreau derrière. C'est juste notre fameux triangle hein, qu'on ressort à chaque fois. Mais quand on est dans la peur, quand on est dans le manque, on est dans aide-moi. Et si on est dans aide-moi, il faut un sauveur. Et le sauveur, inéluctablement, à un moment donné, devient un bourreau. Ou devient votre propre victime. Donc, vous fait passer pour le bourreau. Mais de toute façon, il y a un jeu de culpabilité et de culpabilisation qui va se mettre en place, qui va faire qu'à un moment X, vous allez être redevable. Donc, vous ne vous rendez pas service et vous ne lui rendez pas service. Et puis de l'autre côté, on a l'aspect business qui est pas négligé non plus. C'est que une personne à qui on essaie de vendre quelque chose dès le départ, bien évidemment, déjà, c'est très égocentrique parce qu'on se concentre sur son besoin à soi, comme disait Patricia à l'instant, c'est clair. Mais par contre, la plupart ne sont pas en clair sur leurs produits ou leur offre. Et je pense que, surtout à l'heure actuelle, il faut savoir être flexible. Donc, si on parle de compétences qui vont avoir de plus en plus d'influence sur le marché à l'avenir et le marché international, ce n'est pas seulement que sur le marché franco-français ou francophone, c'est vraiment le fait d'être flexible dans la possibilité de répondre à un besoin en tant que prestataire de services ou créateur de produits. Parce que je pense que les choses vont aller peut-être un peu moins vite qu'elles étaient ces derniers temps, parce que c'est vrai que ces derniers temps, enfin ces dernières années, on était vraiment dans la consommation de masse, c'est-à-dire qu'un besoin d'hier n'est plus un besoin aujourd'hui. Je pense qu'à l'avenir, on va revenir plus sur des choses fondamentales, des choses plus essentielles dans la vie. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'avoir une certaine flexibilité, un temps de réaction qui est beaucoup plus minime. C'est-à-dire que, comme on l'explique dans nos formations et dans nos masterminds concernant la prospection à froid, c'est des techniques de vente, c'est des techniques d'analyse, des stratégies derrière des approches entrepreneuriales qui reposent avant tout sur la création d'un service, de répondre à un besoin. Mais le besoin, il faut d'abord l'identifier. C'est-à-dire qu'on peut très bien travailler de manière flexible en fonction du besoin d'offrir quelque chose. Et bien souvent, les gens se disent, OK, on va mettre les gens dans des boîtes et non qu'un produit. Et si tu n'as qu'un produit, je veux dire, on reprend toujours l'exemple avec Patricia du cinéma. Quand tu vas au cinéma, tu as toujours 3 menus. Et la technique, c'est une technique de marketing, ce n'est pas une technique entrepreneuriale, mais quand tu as 3 menus, tu prends bien souvent celle du milieu. Et la plupart des gens arrivent en tant que prestataires et ont un produit et se disent, bon, c'est 50-50. Soit j'arrive à vendre mon produit ou alors je ne le vends pas. Au lieu d'avoir différentes alternatives ou d'avoir un produit sur mesure. C'est pour ça que nous, Successful Parentpreneurs, on adore travailler sur du sur-mesure parce que chaque personne est différente, les besoins de chaque personne sont différents, mais ça, souvent, on te l'amène d'une manière standardisée, ce qui est complètement fausse parce qu'à la fin, tu as tout le même contenu, aussi bien au niveau du message qu'au niveau de l'offre. Et ça déplaît. Voilà. Et si on veut en revenir avec ce que fait Elodie sur le burn-out, on se retrouve aujourd'hui avec une situation qui est anxiogène. Donc, de toute façon, déjà, les gens qui ont un problème, on va dire, à créer une stabilité, vont forcément être beaucoup plus impactés qu'à ceux qui sont déjà, on va dire, stables et dans leur entreprise et dans leur stratégie purement business. La deuxième chose, c'est que cet état de manque et de peur, forcément, il va venir engendrer d'autres manques et d'autres peurs, parce que c'est un cercle vicieux. Hein. De toute façon, quand la machine elle s'emballe sur la peur,
C'est pas à toi que je vais l'expliquer, Élodie, hein, quand elle s'emballe sur la peur, elle tourne en boucle sur la peur. Pardon. Et qu'est-ce qui va se passer du coup dans la situation actuelle? C'est que la personne, plus elle va être dans la peur, plus elle va se couper de l'autre. Et moins du coup, elle ne s'entend plus elle-même. Et après, elle n'est pas capable d'analyser et d'entendre ce que l'autre en face dit. On le voit, j'aime bien pareil que Mickaël, j'aime bien répondre quand on me sollicite en MLM. En leur rappelant en leur demandant si leur vie est si intéressante et palpitante que ça. C'est souvent le message que je renvoie. La formule est sèche. Hein. Et souvent, on me répond j'ai faim comme tout le monde. Mais quand on a faim, oui, direct. Ben oui, mais disons que mon message est assez interpellant aussi, puisque je leur dis ok, vous êtes qui pour penser que votre vie est palpitante et intéressante au point que je sois séance tenante, obligée d'arrêter tout ce que je suis en train de faire pour vous lire et vous parler. Et derrière, ces gens-là vont venir vous dire qu'ils n'ont pas une vie intéressante ou palpitante, mais qu'ils ont faim. Qu'est-ce que vous voulez attirer un client en ayant déjà cet état d'esprit? C'est ça, et on en revient à l'histoire de la posture. C'est-à-dire qu'on n'est pas dirigeant d'entreprise, peu importe que ça soit du MLM, que ça soit solo-entrepreneur ou que ça soit dirigeant d'entreprise avec plusieurs collaborateurs. On ne va pas aller attirer du monde en disant par pitié, achetez mes produits, quoi. Il n'y a aucun dirigeant de grande société, de multinationale qui a construit sa réussite en fonctionnant comme ça. Et pire que ça, c'est que tous ces grands, même si on prend Bill Gates, si on prend Steve Jobs, ils ont tous eu un moment où ils n'ont pas mangé. Ah oui, c'est clair. Ils ont eu un moment dans leur vie, même après le début de leur boîte, hein, où ils se sont assis sur leur salaire, où ils se sont assis sur, entre guillemets, ce que leur rapportait ou était supposé leur rapporter leur boîte, hein, parce qu'il fallait réinvestir pour pouvoir aller plus loin, ou parce que le marché s'était cassé la figure, ou si on prend Steve Jobs parce qu'il s'était fait virer de chez Microsoft, ou l'inverse, je sais plus. Enfin, c'est l'inverse, ouais, c'est chez Apple, pardon. Et ils se sont trouvés à la rue. Mais la différence entre ces gens-là et les entrepreneurs qui viennent, entre guillemets, alimenter nos messengers en ce moment, c'est dans la tête. J'adore une phrase de Trump qui est un journaliste un jour qui lui demandait quand il avait fait sa énième faillite, hein, qui lui disait ça fait quoi d'être pauvre? Et il lui a répondu je ne suis pas pauvre, je suis un riche qui pour l'instant n'a plus de liquide. Mais dans la tête, mais c'est génial parce que dans la tête, c'est totalement différent. Se considérer comme pauvre ou se considérer comme riche n'ayant plus de liquidité, ça démontre, on va dire, toute une logique de travail derrière. Si tu considères que même sans argent, tu es riche, c'est que tu sais que ta richesse, tu peux la recréer. Si tu considères que sans argent, tu es pauvre, ça veut dire que même quand tu auras de l'argent, de toute façon, tu te considéreras toujours comme pauvre parce que tu auras peur de le perdre. Et si tu as peur de le perdre, tu vas le perdre parce que tu vas faire de mauvais investissements. Ça repose. On en revient au mindset dont tu parlais tout à l'heure, quoi. On en revient au mindset, mais quand on prend, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, alors là encore, c'est pas une critique, c'est juste un constat. On a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent dans l'entrepreneuriat par dépit, parce qu'ils ne trouvent pas de boulot, parce qu'ils ont fait un burn-out, parce qu'ils cherchent du sens dans leur vie. Et la première chose qu'ils font pour se vendre, c'est donner du gratuit. Or, il y a deux types de gratuit. Ou on le fait en conscience. Ça nous arrive avec Mickaël. Hein, on a je crois qu'on a 5 ou 6 sessions de nos modules de formation qu'on envoie gratuitement par email. C'est fait en conscience pour montrer ce qu'il y a derrière. Et tu as ce que l'on fait. Alors, je ne vais pas dire sans conscience parce qu'on met de la conscience dessus, mais on met de la conscience non pas sur ce qu'on va donner, mais on met de la conscience sur ce que ça va nous rapporter. Je vais faire du gratuit, donc les gens vont m'acheter derrière. Non. Si vous faites du gratuit, vous ne pouvez pas faire du gratuit avec une attente derrière. Le gratuit avec une attente ne fonctionne pas parce que ce n'est pas du gratuit. Si vous donnez un truc en tendant votre main, ce n'est pas du gratuit. Parce que quand je donne pour recevoir, voilà ce que je fais. Je te donne un truc et en échange, tu m'achètes. Non.
On fait du gratuit dans le but de montrer une valeur ou de montrer, on va dire, la qualité d'un produit. C'est exactement ce que font Guerlain ou peu importe les grosses marques de cosmétiques. Elles vous donnent des échantillons, un tout petit échantillon, pour vous inciter à venir acheter le pot. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles ne vous le donnent pas un échantillon en vous disant achetez-moi un pot. Elles vous donnent un échantillon en disant testez la qualité. Quand vous aurez testé sur ça et que vous aurez vu que ça fait un effet, bah, vous viendrez acheter mon pot à 200 €. Et ça fonctionne. Et ça, mais oui, ça fonctionne. Mais comme nous, Bien ça sûr. fonctionne parce que on le fait pas en tendant la main. On fait venez voir. On vous donne une valeur. Vous la testez tranquillement chez vous. Vous revenez, c'est bien. Vous revenez pas, c'est bien aussi. Et c'est exactement la démarche des cosmétiques. On vous donne un échantillon. Vous revenez, c'est bien. Vous revenez pas, c'est bien aussi. Là où j'aimerais mettre Il y a- l'accent, il y a dans la posture aussi, pardon, je t'ai coupé, Mickaël. Il y a dans Non, mais il y a je dans la t'en prie. posture aussi du fait que ils sont pas là en train d'attendre. Ils Non. sont de toute façon sûrs de leur qualité. Donc, de toute façon, à un moment donné, voilà, ils savent qu'ils vont attirer des clients. Et c'est pas du tout la même posture que d'être en train de pleurer par message privé ou en communiquant, puisqu'on a beaucoup, voilà, je voulais faire ce parallèle avec vous avec la prospection à froid, puisque Mickaël en a parlé tout à l'heure. On voit beaucoup d'entrepreneurs pleurer en communiquant et espérer que les clients arrivent. Et finalement, on va parler de la bête noire des entrepreneurs, qui est la prospection. Et moi, la première, parce que je suis passée par là. On a vraiment un problème à décrocher son téléphone. Et aussi, en ce moment, dans cette période-là, ce que j'entends beaucoup, c'est pas le moment de prospecter, c'est indécent de vendre. Alors que, qu'est-ce qu'on fait? Si plus personne ne vend, plus rien, alors toutes les entreprises se cassent la figure et c'est tout bonnement ça qui est indécent. Alors déjà, si on prend, on va reprendre par phase. La prospection, souvent, on confond prospection et communication. Aujourd'hui, les entrepreneurs, ils communiquent, on leur a vendu la facilité d'accès aux clients via Internet. Donc, on leur a expliqué qu'il fallait faire de jolis e-books, qu'il fallait offrir de jolis cadeaux en l'échange d'une magnifique adresse email. On s'aperçoit de quoi? Sur les adresses email, sur les mailing lists qu'on a, on a 99% de personnes qui n'achètent pas et qui n'achèteront jamais. C'est juste, moi, ce que j'appelle des bouffeurs de gratuit. C'est des gens qui sont inscrits à toutes les newsletters de la planète, qui ne les lisent pas forcément, qui, quand ils les lisent, vous font rarement de retour et encore plus rarement de retour payant. Il y a après de l'acquisition, on va dire, de clients via publicité. Donc là, on va payer, on va injecter des sommes, mais ça demande des compétences derrière, que ce soit sur Facebook, sur Google Ads ou sur LinkedIn, pour avoir les bons pixels. Enfin bon, il y a tout un système derrière. Ce qui fait qu'au final, on va exclure, là encore, 99% des entrepreneurs qui ne savent pas manipuler ces outils. Nous, on ne sait pas les manipuler, on ne touche pas à ça. Parce que c'est des compétences spécifiques. C'est des compétences et de marketing et de publiciste que clairement on n'a pas. Et ça demande également d'avoir des fonds parce que le rapport est d'à peu près, pour acquérir un client à 1 500 €, il va falloir débourser 150 €. Ouais, Il y a 150 € de pub à injecter, donc ça demande d'avoir des capacités financières. Si on est bon, hein. Très souvent, si on est bon, oui. Ah, Parce que très souvent, il faut des essais et pour arriver à rentrer un premier client, il aura fallu injecter 5 à 10 000 €. Et la dernière manière d'acquérir des clients, c'est d'aller au contact direct avec mon client. Et là, ça demande de décrocher le téléphone. Et de décrocher un téléphone quand on ne sait pas qui on va avoir en face. C'est moins facile. C'est tout de suite moins facile, forcément, parce que commencer à s'intéresser à l'autre sans franchement se présenter, sans commencer par se vendre, c'est un sacré exercice qui demande de s'asseoir sur un certain nombre de blessures, sur un certain nombre de peurs, qui demande de faire abstraction de soi et d'être tout en étant parfaitement connecté à soi-même et de faire toute la place à l'autre. Tout ça, c'est une gymnastique d'esprit qu'il faut acquérir et qu'il faut acquérir dans le bon ordre parce que ça se fait pas si facilement et ça se fait pas. Alors, je vais pas dire que ça se fait pas quand on a peur, mais quand on a peur, on n'est pas dans la disposition d'esprit à faire de la place à l'autre. Donc, quelque part, commencer ça aujourd'hui, c'est bien.
parce que de toute façon, ça va vous entraîner votre concentration et votre focus sur autre chose que sur votre propre peur. Mais par contre, c'est un exercice doublement plus difficile parce qu'il va déjà falloir apaiser les peurs qui sont liées à la situation pour pouvoir affronter les autres. Et le dernier point que je voulais aborder, je ne sais plus ce qu'on a dit. Et ben voilà, je deviens Alzheimer. Oui, ce que je voulais juste rajouter, c'était aussi que faut aussi, quand on fait de la prospection à froid, c'est aussi être en capacité de recevoir le rejet de l'autre. Et je sais ô combien que c'est difficile, mais sans le prendre forcément personnellement. Parce qu'il y a aussi ça. Quand ça peut arriver, que aussi quand on appelle, nous, on est en contact avec des dirigeants d'entreprise, et c'est juste pas le bon moment. Et voilà, des fois, on peut avoir des réponses sèches. C'est la capacité aussi de prendre du recul. Et juste de prendre du recul parce que c'est pas contre soi personnellement, quoi. Non, et c'est là où le mindset intervient encore, parce que à partir du moment où tu le prends, il faut que tu différencies ce qui est ton costume d'entrepreneur. Alors, j'aime pas le mot costume parce que j'aime bien que mon entrepreneur dans la vie privée, dans la vie pro, soit le même. D'ailleurs, on va à la fin du confinement, on va proposer un programme pour aller reconnecter les deux, parce que déjà qu'avant ils étaient déconnectés, mais alors maintenant la peur s'étant mise au milieu de tout ça, la panique et compagnie, là on va avoir un entrepreneur d'un côté et l'être humain de l'autre. Donc on va aller leur proposer un connecteur pour arriver à les réaligner quelque part. Parce qu'un entrepreneur qui tourne bien, c'est un entrepreneur qui sait parfaitement qui il est. Tout ça pour en revenir par rapport à ta prospection. Une entreprise, un entrepreneur ou un particulier, quand il répond à une entreprise, dit rarement non à la personne que vous êtes. Il va dire non au service que vous lui proposez derrière. Parce qu'il n'en a pas besoin, parce que ce n'est pas le bon moment, parce que ce n'est pas son focus actuel, parce qu'il n'a pas pris conscience de la valeur que vous allez lui apporter. Mais en général, ce n'est pas à vous, en tant que personne ou en tant qu'être humain, qui dit non. Enfin, ce n'est même pas en général, c'est dans 90% des cas. Quand on dit non sur du MLM, ce n'est pas à la personne qu'on dit non. C'est à son produit. À son produit, tout ça. C'est rien d'autre. On va répondre. Et puis, ce n'est pas parce qu'on vous dit non aujourd'hui que la personne… Nous, on a des entrepreneurs qu'on a démarchés il y a 1 an. Non, c'est jamais définitif. Qui nous disent non, ce n'est pas le moment, et qui continuent malgré tout de suivre ce qui se passe. Et à partir du moment où ils suivent, un jour, ils reviennent. Bien sûr. Donc, en plus, ce n'est pas du temps, perdu. Ouais. Parce que quand on a établi le contact, les gens aujourd'hui, ils sont noyés sous… Qu'est-ce que j'ai vu l'autre fois? J'ai dit, ils lisent 33 pages contre 3 d'habitude. Le confinement leur permet de lire 33 pages, alors qu'en temps normal, ils en lisent 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont noyés sous une masse pas possible d'infos. Il y a un standard du copywriting qui fait aujourd'hui qu'un poste ressemble à un autre, qui ressemble à un troisième et un quatrième. C'est relativement difficile, on va dire, de se démarquer. Certains y arrivent, mais ils sont quand même peu nombreux. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand tu entends une voix, tu te souviens plus facilement de la personne que de ce que tu dis. Quand tu vois un visage. Quand tu vois un visage, tout à fait. C'est vrai que souvent on les fait par visioconférence, nos entretiens. Ouais. Ça permet à la personne d'avoir un contact visuel, un contact auditif, et il y a un contact humain. Et à partir du moment où tu crées un contact humain, on est dans des métiers d'humain. Ouais. Ah oui, complètement. Je veux dire, toi sur le burn-out, nous sur le coaching d'entreprise, on vend de l'humain. Et donc, si on passe par les mots, on ne vend pas de l'humain, on vend du papier. Ou on vend une connexion Internet, mais on ne vend pas de l'humain. Et vendre de l'humain, ça passe par la voix, ça passe par le regard, ça passe par des échanges, ça passe par… voilà. Oui, complètement. C'est le dernier point que je voulais aborder, justement, c'est un peu cette saturation d'informations où on voit partout. Et puis, avec aussi toutes les offres gratuites, les séances, que ce soit dans le développement personnel ou tout qui s'est mis à pulluler partout. Alors, je suis la première à dire que c'est la situation idéale pour prendre soin de soi, pour remettre du sens, pour remettre de la valeur
dans nos vies, dans ce qu'on fait, particulièrement dans ce contexte-là. En tout cas, j'espère que ce contexte amorce vraiment une prise de conscience. Pourtant, parce qu'on en a parlé tous les trois il y a quelques jours, c'est vraiment aussi cette idée de on se met en action maintenant et on n'attend pas la fin du confinement pour se dire bon, bah, maintenant qu'on peut remettre le nez dehors, qu'est-ce que je vais faire? Mickaël, tu peux intervenir là-dessus. Je pense au niveau stratégique, c'est oui. Ouais, volontiers, volontiers. Écoute, je pense que la première des choses, c'est déjà la plupart, hein, que les gens n'avaient pas la tête à ça. Et bien souvent, c'est vrai que le fait de voir qu'il n'y a pas de retour, on se dit, bon, ok, bon, c'est peut-être pas le moment. D'après moi, enfin d'après nous, on est bien d'accord, parce qu'on a même la même analyse et le même constat, ce n'est pas la bonne approche. Pourquoi? Parce que comme on dit tout à l'heure, si tu proposes quelque chose qui ne passe pas aux besoins actuels du client, bah, il n'y aura pas de réponse positive. C'est-à-dire que ce n'est pas non catégorique, c'est non pour le moment dans l'offre que tu as. C'est un truc qui n'est pas sexy en ce moment. Et là, bien souvent, la réaction de l'humain, c'est d'aller se dire, OK, enfin celui qui propose ses services, OK, donc ce n'est pas le moment. Non, ce n'est pas le moment peut-être avec ce client-là, c'est peut-être pas le moment avec cette offre-là. Et un bon exemple, tu vois, nous, c'est-à-dire que Patricia et moi, on a passé, c'est pour ça qu'on travaille de 6 heures à pratiquement 11 heures ou minuit parfois le soir. Donc, ça fait des longues journées pour refaire, entre autres, notre palette de produits, en fait. C'est assez simple. Dans une situation comme celle-ci, on a un changement de situation sur le marché, notre marché à nous, mais le marché en général change. La situation fait que les besoins sont différents. C'est des besoins beaucoup plus essentiels et beaucoup moins superficiels et bling-bling comme on a pu les avoir dans le milieu de l'accompagnement. Parce que là, il ne s'agit pas, nous concernant, d'aller optimiser, scaler un business. Là, il s'agit d'aller dans une situation de crise. Donc, la plupart se disent « Oh, moi, je n'y connais pas grand-chose ». On a la chance avec Patricia d'avoir vécu plus de 3 crises. On en a la 4e maintenant. Et c'est sûr qu'on ramène du répondant par rapport à certains. Bon, ce n'est pas pour comparer, on n'est pas dans la comparaison, mais je peux comprendre que certaines personnes se disent « Ok, ce n'est pas le bon moment ». Je pense que quel que soit le domaine dans lequel on travaille, il y a toujours la possibilité de proposer quoi que ce soit. Il faut juste se poser la question, et c'est ce que je dis tout le temps par rapport à cette question-là, parce que c'est une bonne question, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce que j'ai comme compétences? Quelles sont les compétences que je ne propose pas dans mes services à l'heure actuelle, mais qui peuvent être de relevance, donc qui sont relevantes, en fait, pertinentes à l'heure actuelle sur le marché. Donc, mon marché, mon groupe cible. Qu'est-ce qu'il a comme besoin? Et là, le meilleur moyen, on en revient à la communication à froid et la prospection à froid. Le meilleur moyen pour savoir ce que ton client a besoin, c'est de le contacter proactivement. Parce que lui, il ne va pas venir. D'ailleurs, on le voit, moi, ça me fait un peu sourire. Personne ne te dit qu'il est vraiment en train de galérer en ce moment avec son business. Alors que la plupart sont en train de galérer, il faut être honnête. On a dans nos clients, on a des avocats qui ont différentes spécialisations. Et on leur a proposé, parce que certains nous disaient « Ouais, mais ce n'est pas le moment, les gens vont pas divorcer maintenant, les achats, tout est différé. » Enfin, bon. L'immobilier et tout ça. Et on leur a dit « Oui, c'est bien beau, mais aujourd'hui, il y a une situation qui est inédite. Que ce soit des employés vis-à-vis des entreprises ou que ce soit inter-entreprises. Puisque les entreprises, quand elles sont liées contractuellement, il y a des pénalités de retard. Ou il y a, si on prend le grand écart qu'on peut faire entre la France et Maurice, Maurice est un sous-traitant de la France, Allianz, pour ne pas les citer, ont mis des choses en place pour leurs employés en France, mais quid des call centers et de la gestion, toute la gestion des sinistres est faite à Maurice. C'est-à-dire que tous les chèques que vous recevez sont signés ici, repartent à la filiale française et après, ils vous sont expédiés. Mais toute la gestion du sinistre, elle est faite ici. Et aujourd'hui, il se passe quoi pour eux? Parce que les Français sont dédommagés, les salariés français, mais les salariés mauriciens, qui font partie du compliance, il se passe quoi? Donc aujourd'hui, il y a des tas de petites niches comme ça, où les avocats, les notaires aussi d'ailleurs, ou même des techniciens, parce que par exemple, nous, on a vendu quelque chose juste avant la crise, on attend toujours les attestations, parce que le système informatique n'était pas accessible de l'extérieur. Donc, c'est tout des petites choses qu'un technicien informatique sait faire, qu'un avocat peut faire. Quelles sont aujourd'hui les spécificités propres
à la situation, qu'est-ce qui est hors norme par rapport à la situation et qu'est-ce que vous avez dans les mains qui puisse venir alléger, soulager un notaire dont les thunes ne tournent pas parce qu'il ne peut pas avoir accès à ses dossiers ou qui doit se rendre sur son lieu de travail, c'est un problème. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en application pour, par exemple, venir aider ce notaire? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en application si vous êtes avocat pour aider vos clients? Quelle est la situation inédite face à laquelle, en droit du travail ou peut-être, je ne sais pas, en droit civil, à laquelle ils vont se retrouver confrontés, qui n'existe pas en temps normal, mais qui va se présenter à la sortie de crise parce que forcément, on a des patrons qui vont se retrouver accusés d'avoir mis leurs employés en danger. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter tout ça? Parce qu'aujourd'hui, pour votre client, il va s'agir de limiter la casse. C'est ça, et c'est vraiment la période pour faire preuve, où on a besoin de faire preuve de flexibilité. Et je ramène toujours ça au côté créativité, c'est d'aller chercher les ressources en soi, comme tu disais, pour aller s'adapter aux besoins du client. Et pas vouloir mettre dans des cases, comme disait Mickaël tout à l'heure. Regardons l'exemple, excuse-moi Patricia, regardons l'exemple de Bernard Arnault. On en parlait encore ce matin avec Patricia, parce qu'il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures. Il faut simplement analyser la situation sur le marché. Quand une multinationale, un homme, un des plus riches du monde en fait, Bernard Arnault, décide par rapport à une chaîne de production, je crois que c'est chez Gucci, d'aller créer des gels. Guerlain. C'est Guerlain qui l'a, ouais. C'est la chaîne parfum de chez Guerlain. Et quand tu réfléchis au processus, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une transformation. Il s'est dit, en fait, comme je dis tout à l'heure, quelles sont les compétences qu'on a chez nous? Et quand je dis compétences, c'est les biens matériels et immatériels dont on dispose. Donc, c'est du patrimoine. La compétence, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine personnel et pas entrepreneurial. Mais sur le plan entrepreneurial, il s'est dit, OK, qu'est-ce que j'ai à ma disposition dans mon patrimoine où je peux répondre à un besoin de société. Et là, en fait, déjà ça, même s'il y a beaucoup je pense, du marketing derrière tout ça et beaucoup de choses, mais il y a avant tout un besoin d'aide et la possibilité d'aider, en fait, l'humain qui est derrière tout ça, dans la situation critique qu'on a en ce moment à travers le monde avec le coronavirus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent autre chose que ce qu'ils font. Donc, ils créent un nouveau produit avec la même chaîne. Il y a juste une petite disposition, en fait, du processus de création et de fabrication. Et pam, il fait rentrer de l'argent. Alors, si des gens comme ça, à ce niveau-là, on va peut-être me dire, ouais, mais eux, ils n'en ont pas besoin parce que ceci, parce que cela. Mauvais mindset sur l'argent. Mauvais mindset, et puis surtout, c'est une excuse. Et deux, quand on voit, il lui a fallu à peu près entre le début du confinement et le changement de chaîne, il a fallu 2 jours. Imagine, 2 jours. Temps de réaction. 2 jours. On arrête toute une production et on bascule sur autre chose. Parce qu'il est évident qu'en temps de crise, le parfum n'est pas une denrée utile. Non, c'est clair. Voilà, non, mais c'est… Mais quand tu vois qu'à cette hauteur-là, on pourrait se dire, vu l'ampleur de la société, pas besoin. Il faut plusieurs jours pour s'organiser et eux ont su faire preuve d'adaptation et tout de suite réagir et paf, en 2 jours, changer tout ça. Donc, c'est ça. Entrepreneur, solo-entrepreneur, si on n'arrive pas à s'adapter en un temps record, je ne sais pas. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, tout simplement. C'est peut-être méchant, mais c'est ça. Il faut être honnête avec soi-même. Si on se regarde le nombril et on se dit… Soit pas fait, je vais être un peu moins catégorique que Mickaël. Soit pas fait, soit besoin d'accompagnement. Parce que nous, les crises, ce n'est pas la première qu'on passe. Donc, on en a peut-être une. Est-ce qu'on était réactif à la première? Je ne pense pas. En revanche, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, j'entends, alors on me l'a dit sous forme de reproche, on m'a dit, toi, de toute façon, tu es une opportuniste. Alors, je l'ai pris du bon côté de la chose parce que c'est vrai que dans une situation, je vais toujours analyser ce que je peux apporter par rapport à ce qui se passe. Pour moi, l'opportuniste, c'est celui qui va le lundi faire des raviolis parce qu'il sait que le mardi, ça se vend bien. Le mercredi, il va faire des spaghettis parce qu'il sait que ça se vend bien. Mais qu'il fasse des raviolis ou des spaghettis, il s'en fout. Moi, je ne m'en fous pas derrière. Il y a un manque par contre, dans le terme d'opportuniste. Alors que là, on répond juste à une posture de dirigeant d'entreprise normale qui va s'adapter aux besoins du client en face.
et pas Tout à fait. dire avec n'importe quoi. C'est exactement ce qu'a fait Bernard Arnault en convertissant ses chaînes, c'est de se dire, OK, je ne vais pas faire travailler mes gars à produire du parfum, puisque de toute façon, ça ne se vendra pas. Par contre, je peux faire travailler mes gars à faire de l'hydrogène parce qu'il y a un besoin. Et la posture, entre guillemets, opportunistique d'un dirigeant d'entreprise, elle doit être celle-là, elle doit être, OK, qu'est-ce que j'ai dans ma trousse à outils qui fait qu'aujourd'hui, je peux proposer un produit qui va être en adéquation avec les besoins du marché. C'est quand je vois, qu'est-ce que j'ai vu passer tout à l'heure sur le coaching, je crois que c'était de l'expansion de business. Non, on n'est pas dans de l'expansion aujourd'hui, on est dans du maintien. Non, mais là, tu vois que les personnes n'ont pas compris. L'expansion, elle va se faire après, mais elle ne va pas se faire comme elle se faisait avant Corona. Elle va se faire sur d'autres bases. Donc, on peut le préparer, mais on ne prépare pas, c'est pas la même chose. En fait, ça implique de travailler son avatar, de travailler, d'avoir conscience du besoin du client en face et pas de… Ça implique de connaître son client en face. Mais ça implique beaucoup de travail. De connaître son marché. Ouais, c'est ça. Et pour revenir à ce que je disais auparavant, je tiens quand même à le préciser, je m'adressais avant tout à toutes celles et ceux qui disent « c'est pas le bon moment ». Il n'y a jamais un bon moment. Et si tu n'as pas une offre opportuniste, tu n'as pas d'offre. Donc, tu ne vends rien, c'est un hobby, c'est un loisir ce que tu fais, ce n'est pas un business. Et je veux dire, qui ne fait pas ça? Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Comme je dis toujours, mets-toi en pleine rue quand il pleut, tous ceux qui n'ont pas de parapluie, ils vont te les acheter, tes parapluies, si tu en as. Tout simplement. Et c'est ça, c'est répondre à un besoin quand il est là. Par contre, c'est sûr que quand on fait pendant un certain temps quelque chose et du jour au lendemain, on doit rechanger tout, de la stratégie à l'opérationnel, en passant par les produits qu'on doit créer, etc., ça demande beaucoup d'efforts. Oui, mais soit tu fais ça, ou soit tu meurs. Aussi bête que ça peut paraître. Comme quelqu'un qui combat contre la maladie en ce moment. Soit il a l'esprit positif, ou alors il a l'esprit négatif et se laisse mourir, malheureusement. Donc, je suis d'accord qu'il y a des accompagnements, il y a beaucoup de choses. Mais à la base, c'est d'abord le bon état d'esprit et penser orienter solution et pas orienter problème. Et l'action, penser et action orientée solution. Voilà. Super, c'est un bon mot de la fin, ça. Je vous remercie tous les deux. Je mettrai le lien tous de la des vidéo solutions. où on peut vous retrouver et retrouver tous vos programmes de formation et vos masterminds et tout. Et, nous, on continue de travailler. Moi aussi. Je vous remercie beaucoup pour tous les apports de qualité que vous avez permis aujourd'hui. Et puis, on se retrouve très vite. Merci pour l'invitation. À bientôt, Élodie. À bientôt à vous. À bientôt. Bisous.